Ok, alors moi je suis Chloé, je suis une tutrice biostatistique et dans un premier temps je vais vous présenter un peu les cours et les différents modules que vous allez étudier en biostat cette année. Alors du coup la biostatistique c'est découpé en 5 modules. D'abord on va avoir la distribution pardon, et les variabilités. Ensuite on va avoir les probabilités. Dans le troisième module on retrouve tout ce qui est principe et but d'un test statistique. Estimation par intervalle et le cinquième module, c'est les essais cliniques randomisés. Alors aujourd'hui, on va vous parler du premier module, c'est-à-dire tout ce qui va être variabilité, et c'est Mathieu qui va s'en occuper. Donc, bonjour à tous. Donc moi je suis Mathieu, je suis RM biostatistique pour le premier semestre. Est-ce que vous m'entendez tous? C'est bon? Mathieu, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, mais vous ne m'entendez pas. Si? Ok, merci. Donc pour le cours d'aujourd'hui, on va commencer par parler de la variabilité. Alors juste ceux qui ont le micro allumé. Merci. Oui, donc on va parler de variabilité aujourd'hui. Donc on va commencer par faire une légère introduction en parlant de définition, de ce qu'est un modèle mathématique. Après, on va parler des différentes sortes de variabilité dans les sciences de la vie et plus particulièrement en santé. On parlera ensuite des biais et de la notion de précision et de biais, qui est une notion relativement importante en santé. Et enfin, on abordera la loi de Bernoulli et la loi binomiale. Donc tout d'abord, pour commencer ce cours, on va commencer par un rappel sur ce qu'est une division. Car tout bonnement, à l'examen, vous verrez que vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Donc tous les calculs doivent être soit posés, soit faits de tête. Alors normalement, les calculs sont relativement simples. Donc juste rapidement, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on vous a présenté une division euclidienne. Donc le principe, c'est que là, on a le dividende divisé par le diviseur qui est égal. Non, le plus important, c'est pour le restant là. Allez, mon chéri. Merci. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé pour information. Donc du coup, oui, dans la division euclidienne, on va rechercher combien de fois il y a le diviseur dans le dividende. Donc on recherche combien il y a de fois 5 dans 47. On retrouve 9 fois 5. 9 fois 5, 45. On fait 47 moins 45, qui donne 2. Dans 2, il n'y a pas 5. Donc on a bien 9 de quotient et 2 de reste. Mais là, de toute façon, tout serait marqué absent. Donc, c'est un rattrapage obligatoire. Ouais, coupez vos micros s'il vous plaît, ce serait plus agréable. Donc maintenant, le deuxième exemple de division que vous allez pouvoir voir. J'ai pris un calcul relativement qui peut arriver potentiellement en QCM ou autre, que ce soit en biostatistique ou même éventuellement dans d'autres matières à calcul. Donc vous avez 35 fois 10 exposant 3 fois 1800 divisé par 45 fois 10 exposant 4. Donc c'est un calcul qui, comme ça, si vous le posiez, il serait relativement lourd à faire. Mais déjà, si vous décortiquez les différents nombres qui se multiplient entre eux et qui sont divisés, vous pouvez vous retrouver à un calcul relativement simple, donc qui revient à 5 fois 7 fois 10 exposant 3, multiplié par 2 fois 9 fois 10 exposant 2, divisé par 5 fois 9 fois 10 exposant 4. Donc là, déjà, vous avez 5 au-dessus de la barre de division, 5 en dessous, vous pouvez les enlever, vu que c'est que des multiplications. Pareil pour les 9. Donc, ce qui vous simplifie le calcul à 2 fois 7 fois des puissances de 10. Donc, ça fait 14 fois 10 exposant 3 fois 10 exposant 2 divisé par 10 exposant 4. Et quand on multiplie des 10 exposants entre eux,
on peut additionner les exposants. Donc, ça revient à 10 exposant 3 plus 2, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de la barre en positif, moins 4, tout ce qui est en dessous de la barre en négatif. Voilà. Donc maintenant, on va commencer l'introduction directement avec quelques définitions. Donc tout d'abord, les modèles mathématiques, ce sont des représentations de la réalité. Donc ils vont permettre d'étudier les différents cas biologiques, mais il faut toujours se rappeler qu'ils vont être simplifiés, multiples. Donc simplifier, ça veut dire qu'on va réduire la réalité et prendre des choses comme vraies qui ne le seraient pas forcément de base, mais on va réduire le cadre d'étude. Multiple, ça veut dire qu'on va avoir plein de modèles mathématiques différents. Dans un cadre mathématique, donc le cadre mathématique, ça veut dire qu'on va appliquer des lois, des calculs, et les calculs, eux, seront toujours vrais. Et enfin, on va pouvoir dire qu'ils ne sont jamais parfaits, dans le sens où ça reste des modèles, donc des approximations. Les modèles mathématiques, il y en a deux grands types. Donc, on a les modèles de type prédictif, aussi appelé inductif. Le principe, c'est de partir d'une théorie pour avoir une idée de ce qui va se passer dans la réalité. Et après, on a les modèles mathématiques descriptifs ou déductifs. Le principe, ça va être de partir de la réalité, de ce que l'on observe, pour essayer d'en tirer une théorie. Et donc, il faut toujours se rappeler que dans l'ensemble des métiers de la santé, les décisions, elles vont se faire sous incertitude. On ne sera jamais certain à 100% de la totalité des choses, du diagnostic ou autre. Donc maintenant, on va parler des sources de variabilité. Donc, quand on va faire une mesure d'un paramètre biologique ou autre, il y aura toujours une erreur par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'on va pas être exactement à la bonne valeur qui est celle présente dans l'organisme. Par exemple, que ce soit pour un dosage de créatinine, un dosage de globules rouges ou autre. Tout d'abord, il y a la variabilité interindividuelle. Donc, la variabilité interindividuelle, c'est ce qui va faire la différence entre différents individus. Vous n'êtes pas exactement pareil que votre voisin. Ce qui va faire que si on prend deux mesures chez deux individus différents, il y a de fortes chances que les deux mesures soient différentes. Par exemple, on ne va pas dormir tous autant. Pour la variabilité intra-individuelle, donc elle va consister chez un même individu en une différence en fonction du moment. Par exemple, si on prend l'exemple de la pression sanguine artérielle, elle va fluctuer d'un jour à l'autre chez le même individu. Ça va être normal, ça va être physiologique, c'est pas un problème en soi, mais il faut qu'on sache que ça fluctue. Et donc, quand on va parler de normes de pression sanguine artérielle, on va donner une échelle pour dire entre telle valeur et telle valeur, c'est normal. Donc après, on va avoir la variabilité instrumentale. Donc celle-là, elle va être due à l'examen en lui-même. La variabilité analytique pré-instrumentale, elle va consister en les conditions d'examen. Donc par exemple, est-ce qu'on a fait l'examen après avoir couru un semi-marathon ou au réveil? On va pas avoir forcément les mêmes valeurs. Avant ou après avoir mangé, ce ne sera pas forcément non plus les mêmes valeurs. Par exemple, pour le taux de glycémie. Donc pour la réduire au maximum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de standardiser les conditions d'examen. Essayer de faire toutes les prises de sang de même type, dans les mêmes conditions. Donc, à jeun ou pas, après avoir mangé ou pas. Voilà, toutes ces conditions-là qui vont être très importantes. Pareil pour les tests qu'on va avoir pour l'asthme. On va essayer de standardiser, éviter d'avoir un patient qui vient de courir un semi-marathon avant de faire la mesure pour savoir s'il a un asthme de repos. Voilà. Enfin, on a la variabilité analytique instrumentale qui, elle, est liée directement aux instruments de mesure. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand on va doser la glycémie
avec l'appareil, bah, potentiellement, l'appareil ne va pas donner tout le temps exactement la bonne valeur. Même si on prend 3 ou 4 fois la mesure avec la même goutte de sang. Voilà. Donc du coup, pour récapituler toutes ces notions de variabilité, vous pouvez voir que il y a ce petit tableau qui vous récapitule en fonction de s'il y a un ou plusieurs patients, un ou plusieurs prélèvements par patient et une ou plusieurs mesures par prélèvement, quelles sont les variabilités présentes. Donc déjà, vous pouvez remarquer que pour un seul patient, un seul prélèvement par patient et une mesure par prélèvement, bah, c'est non défini tout bonnement car il ne peut pas y avoir de variabilité entre une mesure et elle-même. Ça consiste juste dans le fait de lire 2 fois la même mesure, la même valeur donnée par l'instrument. Par contre, dès qu'on va avoir plusieurs prélèvements, il y aura une variabilité analytique, enfin plusieurs mesures par prélèvement, pardon. Il y aura une variabilité analytique à partir du moment où on fait plusieurs fois des mesures sur un même prélèvement ou même des prélèvements différents. Par ailleurs, vous allez voir que dès qu'il y a plusieurs prélèvements par patient ou plusieurs patients, il y aura une variabilité intra-individuelle. Donc, ça peut être un peu compliqué parfois à comprendre qu'il y ait une variabilité intra-individuelle quand il n'y a qu'un seul prélèvement par patient, mais à partir du moment où vous avez plusieurs patients, vous aurez la variabilité du fait que ce sont des patients différents, mais aussi du fait que c'est à tel moment de la journée pour eux, et que, bah, par exemple, le patient 1, il aura une tension en général égale à 13,8 et pour une fois, il sera à 13,9. Et bah, ça reste de la variabilité intra-individuelle, mais qui peut varier par rapport, du coup, aux autres individus aussi. Donc maintenant, on va parler de la notion de biais et la notion de précision. Donc, ces deux notions qui sont très importantes et qu'il ne faut pas confondre. Donc, un biais, ça va être un manque d'exactitude. Donc, ça veut dire qu'on va systématiquement donner des valeurs qui ne sont pas exactes, donc pas centrées sur la valeur vraie. Donc, comme vous pouvez le voir dans le cas A, vous avez un amas de points qui n'est pas au centre de la cible. Donc, ce n'est pas exact. Par rapport à l'erreur aléatoire, donc ça va être un manque de précision. Le manque de précision, ça va consister au fait que on va pouvoir faire plein de fois la mesure, on aura plein de mesures différentes. Elles vont être centrées autour d'une valeur moyenne, mais elles vont pouvoir varier les unes par rapport aux autres de manière relativement grande. Donc c'est ce qu'on va observer dans le cas B ou dans le cas C. On va voir que tous les points sont relativement écartés les uns des autres. Par contre, dans le cas B, on remarque que la valeur moyenne qui pourrait être donnée est relativement décentrée par rapport au centre de la cible, contrairement au cas C où là, elle est relativement centrée. Donc, dans le cas A, on a une précision de mesure avec toutes les valeurs centrées, mais pas sur le centre de la cible, donc un manque d'exactitude. Dans le cas B, on n'est ni centré sur le centre de la cible, ni concentré à un seul point. Donc, on n'a ni de la précision, ni de l'exactitude. Et dans le cas C, on a une dispersion entre les valeurs, mais un bon centrage. Donc, ce n'est pas précis, mais c'est exact. Et enfin, le cas D, c'est le cas idéal. On a toutes nos valeurs qui sont concentrées en une faible zone et centrées au centre de la cible. Donc, il faut bien retenir que une valeur, une mesure peut être précise ou imprécise et biaisée ou non biaisée. Et ça peut être biaisé même si c'est imprécis, mais aussi si c'est précis. Voilà. Donc maintenant, on va parler de deux lois importantes en mathématiques. Pour certains, vous avez pu les voir en terminale, pas forcément tous. Donc, on va parler de la loi de Bernoulli et la loi binomiale. Donc, le principe de la loi de Bernoulli, ça va être vraiment une des lois fondamentales en biostatistique et elle va étudier sur une épreuve deux possibilités
soit un succès, soit un échec. Un exemple simple, être allé en cours, ne pas être allé en cours. On peut considérer que c'est une épreuve, c'est-à-dire c'est un questionnement auquel plusieurs réponses sont possibles. Et là, en l'occurrence, c'est succès ou échec. Oui, j'y suis allé. Non, j'y suis pas allé. Et cette valeur de succès ou échec, donc dans la loi de Bernoulli, on va mettre 1 en cas de succès, 0 en cas d'échec. Et on va attribuer cette valeur à une variable aléatoire. Donc le principe d'une variable aléatoire, ça va être euh, une entité qu'on va pouvoir faire varier et qui va prendre une valeur numérique le plus souvent. Donc si on prend la valeur aléatoire x, elle va pouvoir prendre les valeurs 0 ou 1 euh, dans, euh, dans le cadre de la loi de Bernoulli, avec x égale 1 en cas de succès, et on va définir la probabilité que x soit égal à 1 comme étant pi. Et donc pi, ça va être le paramètre de la loi de Bernoulli. Et inversement, la probabilité que x soit égal à 0, donc que ce soit un échec et non pas un succès, c'est la probabilité 1 moins pi. P de x égale 0 est égal à 1 moins pi, car on a la probabilité universelle, c'est 1. Donc on sait que dans tous les cas, la somme des probabilités va être égale à 1 dans le cadre d'événements incompatibles. Et là, c'est le cas. On ne peut pas être à la fois dans un succès et dans un échec, et ça, on vous l'expliquera plus tard dans le cours suivant. Donc, on a bien 1 moins pi qui va être égal à la probabilité d'échec. Et donc, on dit que x suit une loi de Bernoulli de paramètre pi. Donc, maintenant, on va parler de la loi binomiale. Donc, la loi binomiale, le principe, c'est qu'on va répéter plusieurs fois n épreuves de Bernoulli de manière indépendante, et toutes ces épreuves sont identiques. Par exemple, avant, on prenait une personne, on se demandait si elle était allée en cours ou pas. Maintenant, on prend 1000 étudiants et on se demande s'ils sont allés en cours ou pas. Donc, les épreuves, il faut qu'elles soient identiques et indépendantes. C'est-à-dire qu'on va se poser la même question pour les différents étudiants, dans mon exemple, mais aussi que le fait qu'un étudiant soit allé en cours ne va pas influer sur le fait qu'un autre étudiant aille en cours. Et donc, on va noter y, donc une nouvelle variable aléatoire, qui va être le nombre de succès dans n épreuves. Pardon. Donc, on va dire que y, elle va suivre une loi binomiale de paramètres n, pi, donc avec n, le nombre d'épreuves, et pi, la probabilité de la loi de Bernoulli, donc la probabilité de succès à l'épreuve. Et après, vous verrez que vous essaierez d'étudier le nombre, la probabilité d'avoir k succès pour une loi binomiale de paramètres npi. Donc maintenant, on va faire un petit QCM. Donc je vais vous laisser réfléchir 2-3 minutes dessus et après on va le corriger. Ok, donc normalement ça devrait être bon pour la plupart sur le QCM. Donc, lorsqu'il y a de la variabilité intra-individuelle, il y a forcément de la variabilité inter-individuelle. Euh, Pardon, désolé. Donc ça va être faux. Euh, on va remarquer que quand il y a de la variabilité inter-individuelle, effectivement, il y aura forcément de la variabilité intra. Par contre, si on reprend le tableau précédent, on peut remarquer que si on ne prend qu'un seul patient et plusieurs prélèvements par patient, on aura bien de la variabilité intra-individuelle, mais on n'aura pas de variabilité inter-individuelle. Donc pour les questions du chat, c'est ça qui va nous permettre aussi, c'est ça qui va permettre le tableau, c'est de résumer les définitions des différentes variabilités pour savoir en fonction des cas quelle réponse choisir, si le QCM est vrai ou faux. Donc une mesure imprécise est forcément biaisée. Donc ça, c'est faux. On rappelle bien que c'est deux choses bien différentes.
vous pouvez voir une mesure imprécise en C et qui pourtant n'est pas biaisée, vu qu'elle est bien centrée. Et pareil, une mesure biaisée en A qui est tout à fait précise, mais inexacte, donc biaisée. Ne pas être à jeun peut être une source de variabilité préinstrumentale. Donc ça va être vrai. Ça va correspondre vraiment aux conditions de l'examen. Si on fait l'examen à jeun, ça va faire une variabilité par rapport à si on l'avait fait euh, en ayant mangé. D, la loi de binomial est une reproduction de n épreuves de Bernoulli de manière dépendante. Donc ça, c'est faux. Il faut bien retenir, c'est de manière indépendante. Il n'y a pas de lien entre les différentes épreuves. On peut tout à fait avoir la première épreuve qui est réussie et ça n'implique pas que les probabilités de réussite de la deuxième épreuve changent. Ça reste toujours la même probabilité, quel que soit le numéro de l'épreuve réalisée. Et enfin, E, un médecin peut être considéré comme une variabilité instrumentale. Donc ça, c'est vrai. Par exemple, si vous prenez la tension avec le brassard mécanique, vous aurez une variabilité en fonction des médecins, en fonction de la sensibilité du médecin. Voilà. Donc là, vous avez le petit récapitulatif. Donc il n'y avait que la C et la E qui étaient vraies. Voilà. Donc ça va être tout pour ce premier module. Donc on va commencer le deuxième module sur les probabilités. Voilà. Juste avant, est-ce qu'il y a des questions à répondre? Réexpliquer la B, oui, tout à fait. Pour la question B, vous voyez qu'il y a marqué une mesure imprécise et forcément biaisée. Donc, si on reprend les définitions, un biais, ça va être un manque d'exactitude, donc c'est-à-dire une erreur systématique, alors qu'un manque de précision, c'est une erreur aléatoire. Donc, une mesure imprécise, là, dans l'exemple sur les cibles, on va les repérer en B et en C. C'est-à-dire quand les points ne vont pas être tous concentrés au même endroit. Ils vont s'éparpiller un peu. Mais par contre, la différence entre le B et le C, c'est que en B, il va y avoir un biais car toutes les valeurs vont être décalées par rapport au centre. Il ne va pas y avoir de valeur moyenne qui est centrée au centre de la cible. Alors qu'en C, on va bien voir qu'elles sont toutes vraiment centrées sur le centre de la cible. Donc ça revient bien au fait qu'il n'y ait pas de biais, que ce soit exact. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Ok. Donc maintenant la A et la E. Donc pour la A, on nous dit lorsqu'il y a de la variabilité intra-individuelle, il y a forcément de la variabilité interindividuelle. Donc si on prend le cas du fait d'avoir de la variabilité intra-individuelle, ça veut dire qu'on a pris plusieurs prélèvements chez un ou plusieurs patients. Voilà. Donc dans le tableau, on va se retrouver dans n'importe laquelle des 6 premières lignes pour avoir la variabilité intra-individuelle. Par contre, la variabilité intra-individuelle, elle est présente même si on n'a qu'un seul patient. Sauf que quand on n'a qu'un seul patient, il ne peut pas y avoir de la variabilité entre des individus vu qu'on n'a qu'un seul individu. Donc, il n'y a pas de variabilité interindividuelle. Donc, il peut y avoir de la variabilité intra-individuelle sans variabilité interindividuelle. J'espère que c'est plus clair du coup. Euh, et pour la E, c'est ça? Oui. Je crois qu'il y avait la E qui était demandée. Donc pour la E, on nous demande si un médecin peut être considéré comme une variabilité instrumentale. Et donc la réponse est vraie. Donc si on prend un exemple qui peut arriver, c'est que le médecin va parfois prendre l'attention du patient. Quand vous allez chez le généraliste, ça arrive qu'il prenne votre tension. Bon, bah, en fonction de si le médecin il est bien réveillé, il est mal réveillé, bah, son oreille va être plus ou moins sensible au battement qu'il va entendre via son stéthoscope. Donc, la valeur de la tension artérielle, elle peut varier un peu
en fonction de la sensibilité du médecin, de l'oreille du médecin au bruit, car la mesure de tension artérielle, elle est vraiment liée au fait d'entendre les battements du cœur quand on va dégonfler le brassard. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Donc le deuxième module, c'est le module intitulé Probabilité. Donc ce soir, on va voir tout ce qui est généralité et les probabilités conditionnelles ou probabilités a posteriori. Et mercredi prochain, si je ne me trompe pas, à 19h30, on verra la fin de ce module, donc avec le théorème de Bayes et l'application au test statistique. Donc tout d'abord, quelques généralités. Donc une épreuve, comme je vous l'ai dit dans le premier module, aussi appelée une expérience aléatoire, c'est une expérience dont le résultat est aléatoire. Donc par définition, on ne connaît pas le résultat d'une expérience aléatoire avant de l'avoir fait. Donc après, on a l'univers, qui est aussi appelé ensemble fondamental. Donc l'ensemble fondamental, ça va être l'ensemble des résultats possibles d'une épreuve. Donc tout à l'heure, pour la loi de Bernoulli, c'était 0 et 1. Si on prend l'épreuve, le résultat d'un dé à 6 faces, l'ensemble des résultats possibles, ça va être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et donc cet ensemble de résultats possibles, on va l'appeler oméga. Et donc ça va être l'univers ou ensemble fondamental. C'est un terme que vous allez retrouver, que ce soit au long de cette présentation ou dans les vidéos de cours. Donc après, on va parler d'événements élémentaires. Donc chaque résultat aléatoire, donc c'est chaque résultat aléatoire élémentaire d'une épreuve. Par exemple, événement élémentaire, c'est pour lancer un dé à 6 faces, ça va être obtenir un 1. Mais ça va être aussi obtenir un 2, obtenir un 3, obtenir un 4, obtenir un 5, obtenir un 6. Obtenir un 1 ou un 2, ce n'est plus un événement élémentaire. Et donc plus généralement, ce qui est un événement, ça va être un ensemble d'événements élémentaires, de un ou plusieurs événements élémentaires, qui vont être compris dans oméga. Donc, il faut que les valeurs soient dans oméga pour qu'il y ait une probabilité associée. Sinon, il n'y a aucune chance que ça arrive. Le fait d'obtenir un 7 en lançant une fois un dé à 6 faces, c'est impossible. Voilà. Après, par exemple, le fait d'obtenir un 1 ou un 2 ou un 3 ou un 4 ou un 5 ou un 6, ça va être un événement certain pour l'épreuve lancer un dé à 6 faces, car ça va englober l'ensemble des événements élémentaires. Mathieu, excuse-moi, juste je te coupe. Il y en a pas Oui, mal qui vas-y. n'ont pas trop compris entre les différences entre événements élémentaires, événements. Est-ce que tu peux à la rigueur essayer de le reformuler? Je peux le faire par écrit, il n'y a aucun souci. Mais Non, mais je vais le faire, parce que hein. là, il y a beaucoup de questions qui tombent. Donc je pense que par oral, ce sera peut-être plus simple et plus compréhensible pour eux. Ok. Donc, du coup, pour revenir sur événements et événements élémentaires, donc en général, quand on va parler de élémentaire, ça veut dire la plus petite unité. Et donc, en l'occurrence, quand on parle d'événement élémentaire, ça veut dire un événement qui va correspondre à une seule issue possible de l'épreuve. En l'occurrence, quand on lance un dé à 6 faces, un événement élémentaire, ça va être obtenir la valeur 1, dans le sens où c'est un événement qui n'est satisfait que par une seule des 6 faces. Ce n'est pas un événement composé de plusieurs, qui peut être réussi par plusieurs issues du test. Un événement élémentaire, il va vraiment correspondre à une seule issue de l'épreuve. Alors qu'un événement au sens large, ça va regrouper donc d'une part tous les événements élémentaires qui sont des événements, mais aussi tous les événements qui vont être composés de plusieurs événements élémentaires. C'est-à-dire obtenir un nombre impair, par exemple.
c'est un événement qui va être associé à plusieurs issues au test, à l'épreuve. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Dorian, c'est bon aussi? Tout le monde, c'est bon? Ok. Donc, on va passer à la suite. Donc, maintenant, on va repartir de la base. Donc, on va prendre l'univers oméga. Donc, vous voyez, en bleu, c'est l'ensemble fondamental, c'est oméga. Et on va parler de probabilité d'obtenir un élément de oméga. Donc, ça va être P oméga. Comme oméga, c'est l'ensemble fondamental, toutes les issues de l'épreuve sont dans oméga. Donc, P de oméga égale 1. On est certain d'obtenir un élément de l'ensemble fondamental. Sachant qu'une probabilité, pour rappel, c'est compris entre 0 et 1. Ce n'est jamais négatif et jamais supérieur à 1. Voilà. Donc, l'ensemble fondamental, il peut être fini. Donc, par exemple, c'est l'exemple de tout à l'heure, c'est on lance un dé à 6 faces et on note le chiffre obtenu. Donc, on sait exactement quelles sont les issues possibles. C'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il n'y en a pas d'autres. Donc, ça va être vraiment fini. Il n'y a pas de notion. Par contre, il peut y avoir aussi un ensemble fondamental infini dénombrable. Par exemple, on lance un dé à 6 faces autant de fois qu'il faut pour obtenir le chiffre 2. L'ensemble fondamental, on sait que on pourra compter le nombre de solutions. Mais enfin, on ne peut pas compter le nombre de solutions étant donné que en soi, on peut ne pas tomber sur le chiffre 2 avant 1 millier de lancers ou 2000 lancers. C'est très peu probable, mais ça peut arriver. Donc, il y a une infinité de possibilités, mais on va considérer que c'est dénombrable parce qu'en soi, même si il y a un très grand nombre de possibilités, on sait que c'est... Ah, comment le formuler mieux? On sait que l'ensemble est existant. On peut définir tous les éléments de l'ensemble, par exemple, pour être plus précis. Voilà. Et donc, enfin, il y a les ensembles infinis indénombrables. Donc, par exemple, c'est l'ensemble des réels, où on s'intéresse à la durée de vie d'une bactérie. Donc, l'ensemble fondamental, c'est infini indénombrable, dans le sens où oméga, c'est l'ensemble des nombres réels de 0 à plus l'infini, et on ne va pas pouvoir déterminer l'ensemble des possibilités. Après, c'est pas forcément essentiel de comprendre les subtilités entre infini dénombrable et infini indénombrable. Vous verrez, ça ira. Donc maintenant, on va prendre A et B, deux événements élémentaires possibles, et on va regarder différentes probabilités autour. Donc, on va avoir tout d'abord la probabilité de A. Donc, ça va être la surface représentée en rouge ici par rapport à l'ensemble fondamental qui est le grand rectangle. Donc, vous allez voir que en mathématiques, on va pouvoir représenter une probabilité par une surface dans ce genre de diagramme qui est montré, qui est un diagramme de Veil. Et ça va vous permettre de faire des cercles ou des disques pour vraiment représenter OK, j'ai l'événement A d'un côté, l'événement B. Si les deux cercles se croisent, dans ce cas-là, ils sont compatibles ou autres. Et ça, vous verrez plus tard, c'est relativement intéressant d'en faire. Et même après, dans les QCM, ça peut être utile d'utiliser ce genre de diagramme pour schématiser le problème donné. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la probabilité P de A, elle est vraiment comprise entre 0 et 1, jamais inférieure à 0, jamais supérieure à 1. Donc, l'événement contraire de A, on va le noter A bar. Donc, on rajoute juste une barre au-dessus. Et ça va être tout ce qui n'est pas A. Donc, en l'occurrence, c'est toute la surface de oméga où il n'y a pas A. Donc, toute la surface en rouge ici. Et la probabilité d'obtenir du coup un élément qui corresponde à l'événement contraire de A, c'est probabilité
P de A bar, qui est égal à 1 moins la probabilité de A, étant donné que 1, c'est la probabilité de oméga, et qu'on va avoir du coup probabilité de A plus probabilité de A bar, donc P de A plus P de A bar est égal à P de oméga égale 1. Donc après, on va parler d'intersection et d'union de deux événements. Donc, on va chercher la probabilité de satisfaire A et B. Donc, P de A inter B, cette espèce de N, on va le prononcer inter. Et donc, on va avoir P de A inter B, ça va signifier P de A et B, qui va être la probabilité d'être dans l'un et dans l'autre. Donc ici, en l'occurrence, ça va être la surface rouge, qui est vraiment à la fois dans l'ellipse A et dans l'ellipse B. Après, on va avoir l'union. Donc l'union de deux ensembles, ça va être ce qui va correspondre à la fois soit à être dans A, soit dans B, soit dans les deux. Donc on va aussi prononcer ça A ou B. Donc P de A union B. Donc le U c'est pour union. Ça va correspondre vraiment à toute cette surface rouge, y compris l'intersection. Voilà. Donc après, on va avoir différents cas de figure qui vont se présenter à nous. Donc dans le cadre où deux événements sont incompatibles ou exclusifs. Donc ça va être une définition qui est à connaître aussi, qui est très importante. C'est que deux événements incompatibles ou exclusifs, leur probabilité de l'intersection, elle est nulle. Autrement dit, il n'y a aucun élément qui satisfait A et B. Voilà. Donc, on a bien P de A inter B égale 0. Et maintenant, on va parler de la probabilité de l'union. Donc, si les événements ils sont compatibles, on va avoir P de A union B qui est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, donc, cette formule, elle vient d'où? Donc, si on reprend le schéma qu'on avait tout à l'heure, on a bien tous les éléments de A et tous les éléments de B. Sauf que si on prend P de A plus P de B, on aura compté deux fois l'intersection, vu que la partie de l'intersection, elle est à la fois dans l'un et dans l'autre. Donc, on va l'enlever une fois. Donc, on aura P de A plus P de B moins P de A inter B. Et dans le cadre d'événements incompatibles ou exclusifs, sachant que incompatible et exclusif, ce sont des synonymes, on va avoir P de A union B qui est égal à P de A plus P de B, car P de A inter B, c'est égal à 0. Voilà. Donc maintenant, un petit QCM pour vérifier si vous avez bien compris. Donc, une expérience aléatoire est réalisée et consiste à tirer une carte au hasard dans un jeu classique de 32 cartes. Soit l'événement A, tirer le roi de cœur, et l'événement B, tirer l'as de trèfle. Et je vous laisse réfléchir un peu pour savoir si les propositions sont vraies ou fausses. Allez, je vous laisse 5 minutes. Un peu moins. Pendant ce temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme ça, je les réponds à l'oral. Ok, donc on va corriger le QCM. C'est bon, là, ça n'a pas coupé. Non, c'est bon. Pour le QCM, tout d'abord, on nous demandait si l'ensemble fondamental était, fini dans ce cadre, dans le cadre du jeu de classique de 32 cartes. Donc la réponse est oui. On connaît effectivement quelles sont les 32 cartes. Il n'y a pas une infinité de valeurs possibles, il n'y en a que 32 possibles. Voilà. Donc après, l'item B, c'est P de oméga égale 1 sur 32. Donc ça, c'est faux. En tout temps, P de oméga, c'est égal à 1. Voilà. Donc après, on va avoir la probabilité de A bar.
Donc, la probabilité de A bar, on nous demande si c'est égal à 0,97. Donc, pour déterminer la probabilité de A bar, on commence par calculer la probabilité de A. Donc, du coup, on va avoir P de A est égal à 1 sur 32, étant donné que l'événement A, il correspond à une seule carte dans le jeu de cartes. Et on va rechercher, du coup, 1 moins 1 sur 32. Donc, c'est 31 sur 32. Donc, vous pouvez faire la division euclidienne. Voilà. Pardon. Donc, c'est vrai. Après, vous avez l'item D qui est P de A inter B est égal à 0,625. Donc, pour calculer P de A inter B, vous calculez d'abord P de A et P de B. Pardon, pour calculer P de A inter B, donc c'est la probabilité d'être dans l'un et dans l'autre. Pardon, désolé. Donc, la probabilité d'être dans A et dans B, sachant que l'événement A, c'est tirer le roi de cœur et l'événement B, c'est tirer l'as de trèfle, bah, ça va être égal à 0, car on va retrouver que il n'y a aucune carte qui est à la fois le roi de cœur et l'as de trèfle. Donc, comme on tire qu'une seule carte, on ne peut pas être à la fois dans l'événement A et dans l'événement B. Donc, on a P de A inter B égale 0, donc la D est fausse. Et on peut donc dire que les événements A et B sont incompatibles, aussi appelés exclusifs. Pour l'item E, on nous demande si B est l'événement contraire de A. Donc la question c'est, est-ce que si on ne tire pas le roi de cœur, dans ce cas-là, on valide l'événement B? C'est ça la question. Et donc non, car l'événement ne pas tirer le roi de cœur, c'est tirer l'as de trèfle, mais c'est aussi tirer l'as de trèfle, ou le valet de trèfle, ou le roi de trèfle, ou voilà. Donc, l'événement B n'est pas l'événement contraire de A, étant donné qu'il y a moyen d'être ni dans A, ni dans B. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des questions juste sur ce QCM? Ouais, faudrait réexpliquer la C si j'ai bien compris. Mais je pense qu'avec le calcul, ça va être un peu plus clair. Ouais. Donc, la question C. Là, il y a le calcul qui est affiché. Donc, on cherche P de A bar. Et donc, on a vu plus tôt dans le cours que P de A bar, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'événement A. Donc, pour faire le calcul, on prend 1 moins P de A. P de A, c'est il y a une carte sur les 32 qui valide l'événement. Et il y a autant de chances de tirer quelle que soit la carte. Donc, on a une probabilité P de A qui est égale à 1 sur 32. Si vous faites le calcul 1 sur 32, ça va donner à peu près 0,03. Donc, c'est bien égal à 0,97, 1 moins 1 sur 32. Alors, pour faire ce calcul, il faut poser la division, donc comme on l'avait vu au début avec la division euclidienne, mais cette fois-ci en essayant de réduire le reste. Donc, dans 1, combien il y a de fois 32? 0. Dans 10, 0. Donc, et dans 100, il y a 3 fois 32. Donc, ça fait 0,03 de quotient et un reste minime. Donc, vous allez avoir environ 0,03 est égal à 1 sur 32 et 1 moins 0,03, c'est bien égal à 0,97. Est-ce que c'est plus clair? Alors, ce qu'est un événement élémentaire fini. Alors, c'est deux choses différentes. Tu as les ensembles qui sont finis. Un ensemble fini, ça va être un ensemble où on connaît le nombre d'événements. Et ce nombre d'événements, ça va correspondre à un nombre entier. Donc, par exemple, ici, il y a 32 événements, dans 32
événements élémentaires possibles. Autrement dit, il y a 32 issues possibles. Et s'il y a 32 issues possibles, on sait quel est le nombre d'issues possibles. Donc, c'est un événement. Donc, c'est un ensemble fini d'événements. Après, la notion d'événement élémentaire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça va correspondre à une issue qui correspond à un événement. Par exemple, l'événement A, ça va être un événement élémentaire, car tirer le roi de cœur, ça correspond à une seule carte possible, donc une seule issue possible. Pareil, l'événement B, c'est tirer l'as de trèfle. Il y a une seule issue qui est associée à cet événement, donc c'est un événement élémentaire. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair pour cette notion céleste. Et après, pour Dorian, pour la E, dans la correction de la E, il y a marqué l'événement contraire de A, tirer le roi de cœur n'est pas seulement tirer l'as de trèfle, c'est l'événement ne pas tirer le roi de cœur. C'est-à-dire qu'en gros, oui, l'événement B peut être satisfait si l'événement A n'est pas satisfait, mais il y a plein d'autres événements. Donc ça va être un événement composé d'événements élémentaires qui va correspondre à non A. En l'occurrence, ne pas tirer le roi de cœur. Dans le fait de ne pas tirer le roi de cœur, il y a la possibilité de tirer l'as de trèfle. C'est ça que veut dire la correction. Mais globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'à partir du moment où Moi aussi, j'aimerais lancer. il y a d'autres... Ça me pas du tout vos accidents. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. À partir du moment où il y a la possibilité de n'être ni dans A, ni dans B, donc là, en l'occurrence, par exemple, tirer le 2 de trèfle, je ne satisfais ni A ni B. Dans ce cas-là, A ne peut pas être le contraire de B, et inversement, B ne peut pas être le contraire de A. Oui, B est bien une partie de l'événement contraire. Et pour faire la différence entre B et A bar, vous considérez juste qu'à partir du moment où il y a possibilité d'être ni dans l'un ni dans l'autre, ils ne peuvent pas être le contraire l'un de l'autre. Voilà. L'événement contraire, ça va être vraiment l'ensemble des issues qui ne satisfont pas A. Donc, on va continuer sur le cours. Donc, on va parler de probabilité a posteriori, c'est-à-dire en sachant l'événement B réalisé, quelle est la probabilité d'avoir A. Donc, la probabilité a priori, ça partait de P de A. On partait de l'ensemble des solutions possibles, donc oméga. On se plaçait dans l'ensemble univers oméga, alors que dans le cadre des probabilités a posteriori, on considère que B est réalisé. Donc, on va rechercher les possibilités d'avoir A parmi l'ensemble des solutions satisfaisant B. Donc, P de A sachant B, donc ça va s'écrire P entre parenthèses A slash B. La barre parfois va être verticale, vous verrez. C'est ce que au lycée, pour certains, vous le notiez un petit b en indice du P. Et ça faisait P de A, P entre parenthèses A avec un B en indice du P. Voilà. Et donc, ça va être égal à P de A inter B, donc la probabilité d'être dans A et dans B, divisé par la probabilité d'être dans B. Donc, le fait de diviser par la probabilité d'être dans B, ça va permettre de se placer dans l'ensemble des événements satisfaisant B. Et P de A inter B, ça va nous permettre du coup de donner les chances de satisfaire A aussi. Donc après, on va construire ce genre d'arbre que vous voyez ici. Donc, on va commencer par considérer, donc là, on va parler de P de B sachant A. Ça revient à la même au final. C'est juste exactement l'inverse. Donc, on commence par considérer soit on satisfait A, soit on satisfait A bar. Mathieu, Oui. désolée de te couper, mais Pas de problème. il y a pas mal dans les commentaires qui bug un peu sur a priori et a posteriori.
Si tu peux juste y revenir un petit Oui. peu dessus, je pense qu'il y en a pas mal que tu as perdu sur le coup. Donc, a priori, la notion, c'est on considère qu'on n'a pas fait de test et on va se demander quelle est la probabilité de réussir A. Donc, a priori, ça veut vraiment dire avant d'avoir fait le test. Maintenant, si on se place a posteriori, donc c'est après avoir fait le test, on sait qu'on a réussi B. Voilà, et on se demande quelle est la probabilité d'avoir réussi A. Et donc là, dans ces cas-là, ça va être plus être P de A, ça va être P de A sachant B. Donc, en sachant qu'on a réussi B, quelles sont nos chances d'avoir aussi réussi A? Est-ce que c'est mieux? Ok, super. Donc, pour reprendre, voilà, donc on a un arbre de probabilité. Donc, on va commencer par considérer est-ce qu'on réussit A ou pas. Donc, soit A, soit A bar. Et donc, et donc, sur les branches, on va noter la probabilité de prendre cette branche plutôt que l'autre. Et à l'arrivée des branches, c'est l'événement qui arrive. Donc, en l'occurrence, A ou A bar pour la première colonne, et après B ou B bar. Et donc, on va voir qu'on a une probabilité P de A de réussir A. Mais une fois qu'on a réussi A, donc sachant qu'on a réussi A, la probabilité de réussir B, c'est P de B, sachant A. Donc là, la notation qu'ils ont utilisée, c'est la notation lycée. Et vous verrez parfois des arbres avec l'une ou l'autre notation. Normalement, à la fac, vous verrez que la notation ici affichée, mais vous verrez. Voilà. Et donc maintenant, on va se demander quelle est la probabilité d'avoir à la fois A et B. Donc sur ce genre d'arbre, on regarde quelle est la branche qui correspond à ce qu'on cherche. Donc là, on cherche A et B. Donc c'est la branche qui est tout en haut. Et on va multiplier les probabilités qui sont affichées sur les axes empruntés. Donc là, on emprunte l'axe pour atteindre A, c'est la probabilité P de A. Puis après, on prend l'axe pour atteindre B, c'est P de A, P de B sachant A. Donc on va multiplier P de A par P de B sachant A. Et ça va nous donner la probabilité d'avoir fait A et B, donc P de A inter B. Donc maintenant, on va avoir la notion d'indépendance. Donc deux événements A et B, ils vont être indépendants si et seulement si la réalisation de A ne dépend pas de celle de B. Autrement dit, que au début, le premier chemin, j'ai pris A où je sois allé vers A bar. Dans tous les cas, le deuxième chemin pour aller vers B aura la même probabilité d'arriver. Donc, P de B sachant A est égal à P de B sachant A bar. Par exemple, c'est la probabilité d'aller acheter le pain et la probabilité de réussir son examen. Il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de lien. Que je sois allé acheter le pain ou pas, j'aurai la même chance de réussir mon examen. Et donc, dans ces cas-là, on va avoir la probabilité de A sachant B, qui est égale à la probabilité de A. Bon. On va s'arrêter là et on terminera la prochaine fois. Voilà, on a pris un peu plus de temps avec les réponses aux questions, c'est pas grave. Et on aura le temps de terminer la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on termine mercredi. Voilà, donc s'il y avait juste une ou deux questions rapides à répondre, on les répond tout de suite. Et sinon, je laisse la place à ma Ouais, il y a une petite camarade. dernière question qui pose, c'est comment savoir P2B? Et du coup, pour P2B, c'est une autre formule qui est qui est complexe. Enfin, elle n'est pas très Ouais. compliquée à utiliser. Mais en fait, on va prendre P2B sachant A et plus P2B, non P2B, pardon, inter A et P2B inter A bar. Et donc, on va voir P2B, mais c'est quelque chose que vous allez voir dans d'autres cours si je ne me trompe pas.
À ma connaissance, on en parle à la fin de ce cours ou au cours de mercredi, donc on en parlera mercredi, on abordera ça. Bon, bah, bonne soirée. Je vais pas retarder plus ma collègue IRM. Et donc à mercredi. Bonne soirée et bonne première pré-rentrée à tout le monde.